Le bureau du major se révéla plutôt douillet. Il n'était pas sans rappeler une garçonnière. Aussitôt entré, on s'apercevait que le maître des lieux y passait certaines de ses nuits. Un coin de la pièce était masqué par un rideau, mais dessous le pan de tissu dépassait un lit approximativement fait, couvert d'un plaid synthétique. Un tapis rongé par les mythes, aux arabesques savantes, dont le dessin avait commencé à disparaître. Dans un autre angle était disposée une icône de belle facture. Deux personnages émaciés vêtus de rouge, au visage triste, tenaient dans leurs mains fines aux doigts longilignes de fragiles épées. En déverrouillant la porte, le major balaya la pièce d'un œil critique, ramassa des pantoufles en peluche jetées de part et d'autre de la chambre, et les plaça sous son bureau en rougissant. « Je vous prie d'excuser ce désordre. J'ai dû me préparer à la hâte. » Pendant ce temps, Artyom et les autres faisaient le pied de grue devant la porte. Une fois le rangement terminé, Boris Ivanovitch les invita à l'intérieur. Mais pas tous. « Broker ?» demanda-t-il à Lyoka à distance respectable. « Broker ?» reconnut celui-ci. « Attends donc dehors, l'ami. Nous converserons seul à seul. J'y mange, moi, dans ce bureau. J'ai du travail par-dessus la tête. L'ennemi ne ferme jamais l'œil. » Et sur ces paroles, il ferma la porte matelassée, qui fit malgré tout un bruit métallique en se refermant. « Asseyez-vous sur ces chaises. » Il balaya des miettes de la table, examina l'intérieur d'une tasse en céramique et laissa échapper un bruit de bouche réprobateur. Artyom se demandait si Boris Ivanovitch allait leur offrir du thé, mais le major s'en abstint. Il repoussa la lampe en laiton à l'abat-jour en verre couleur émeraude, pour que la lumière ne lui brûlât pas les yeux. Et une fois installé dans une confortable pénombre, il s'adressa à ses hôtes. « D'où venez-vous ?»« VDNKH. »« Oh !» Boris Ivanovitch fit rouler le nom de la station sur sa langue comme on le ferait d'un comprimé de vitamine, se gratta le nez et se replongea dans sa mémoire. « VDNKH. Comment s'appelle donc votre responsable ? Kaliapine, il me semble. Alexandre Nikolaïevitch. Et il s'en sort ? Kaliapine a pris sa retraite il y a 6 mois. C'est Soukhoï qui est en poste désormais. Soukhoï. Soukhoï ? C'est l'ancien responsable de la sûreté, c'est ça ? Un collègue ? Se réjouit le major. Ah, j'en suis heureux. C'est bien lui. Vous venez de là, vous aussi, si je comprends bien ? Demanda Svinoloup en feuilletant le passeport d'Artyom. Quelle profession exercez-vous ? Stalker. Ah, c'est ce que je pensais. Et vous, alors ? Demanda Boris Ivanovitch à Omer. Je suis de Sévastopolskaïa. Voilà qui est intéressant. C'est pas la porte à côté, Sévastopolskaïa. Il y a là-bas... Denis... Ah, c'est quoi son nom ? Mikhailovitch. C'est ça. Denis Mikhailovitch. Comment va-t-il ? En forme. En forme. Boris Ivanovitch gratifia Omer d'un clin d'œil complice. On ne peut pas mieux dire. Nous nous sommes croisés. J'ai beaucoup de respect pour lui. Un vrai professionnel. Ouais. Il replongea le regard dans sa tasse, comme s'il espérait qu'elle se fût remplie toute seule. Puis il porta précautionneusement la main à ses joues. Il y avait quelque chose de bizarre sur sa figure, mais dans la pénombre Artyom était incapable de mettre le doigt dessus. On aurait dit que le visage du major était couvert de dessins. Pour le reste de sa personne, l'homme était d'une apparence agréable. Grand, le front large et haut, dégagé par sa calvitie. Un corps athlétique, légèrement avachi par le travail de bureau. Le regard qui s'échappait de la pénombre était chaleureux, avec une pointe de curiosité. Son nom de famille ne lui allait pas du tout. Il semblait l'avilir.
alors que ce n'était pas un homme du peuple. « Vous ne seriez pas juif par hasard » demanda-t-il à Omer. « Non. Pourquoi ?»« Non, pourquoi ?» répéta d'un ton badin le maître des lieux. « Je vous aime bien, décidément. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour votre confrérie, contrairement à la majorité de mes collègues. Mais je ne suis pas juif. Vous avez bien vu mon passeport. Pourquoi? Est-ce que ça change quelque chose? Le passeport. Les gens inscrivent ce qu'ils veulent sur leur passeport. Je ne parle pas de passeport, mais d'inclination de l'âme. Et pour répondre à votre question, non, cela ne change rien. Nous ne sommes pas dans le Reich ici. Sur le mur cliquetaient les aiguilles d'une horloge. Une plaque de verre enchâssée dans un cadre en plastique bleu. Sur le cadran était dessinée une sorte de bouclier, où s'inscrivaient des séries de lettres séparées par des traits d'union. Artyom les déchiffra à la lueur verte de la lampe de bureau. VTCHK, NKVD, MGB, KGB, FSK, FSB, SBCLK. CLK, la confédération de la ligne Koltsevaya, traduisit-il mécaniquement. C'était la dénomination officielle de la Hanse. Une rareté, lui expliqua Boris Ivanovitch. Des comme ça, il n'y en a qu'une poignée dans le métro. Les connaisseurs apprécieront. Avez-vous d'autres questions? S'enquit Artyom. Bien sûr. Et même pas mal. Vos mains. Pourriez-vous les poser à la lumière, la paume vers le haut? Leur demanda le major sans quitter la pénombre. Voilà. Merci. Vos doigts? Permettez que je les touche, comme si je vous serrais la main, en quelque sorte. Voilà. Tiens, des durillons. Et ceci. Vous le devez à de la poudre, n'est-ce pas? Pourriez-vous me montrer votre épaule? Oui, montrez-la moi. La droite. Non, pas besoin de vous déshabiller. Eh oui, il y a un bleu. J'en conclus que vous avez l'occasion d'utiliser votre calache, pas vrai? Une autre curiosité, les doigts de Boris Ivanovitch étaient humides et légèrement collants. Ce n'était pas de la sueur, mais... Artyom réprima avec difficulté l'envie de renifler ses mains, à peine le major eut-il rompu le contact. « Je suis stalker, je vous l'ai dit. » Oui, oui. Néanmoins, les stalkers portent en permanence des combinaisons de protection. Et des gants. Non? Ce n'est donc pas à la surface que vous avez tiré jusqu'à plus soif. Et vous alors, Nikolai Ivanovitch? Ajouta-t-il en se tournant vers Omer, les yeux sur son passeport, en palpant délicatement ses pommettes. Vos mains, je vous prie. Merci. Ah, voilà. Oui. Oui, là on reconnaît tout de suite l'intellectuel. Il se perdit dans ses pensées en massant ses doigts épais, comme s'il avait effectué une tâche qui les aurait engourdis et endoloris. Peut-être avait-il longuement rechargé la batterie d'une lampe de poche en compressant une dynamo. La rareté horlogère tourna pendant quelque temps, en rythme. Nul ne parla, laissant ainsi la mécanique s'exprimer librement. La porte métallique les isolait de tous les bruits extérieurs, et sans le cliquetis régulier, la pièce aurait été plongée dans un silence profond, et on se serait cru sourd comme après une explosion. Puis Boris Ivanovitch se ressaisit. « Et on peut vous demander le but de votre visite à la Hanse ?»« Transit, » répondit Artyom. « Votre destination ?»« Teatralnaya. »« Êtes-vous au courant qu'il est interdit de faire entrer du matériel de communication non homologué sur le territoire de la Hanse ? » « Ça n'a jamais été défendu ?»« Mais bien sûr. Vous n'avez sans doute jamais essayé de le faire, voilà tout. »
Artyom Alexandrovitch. Le patronyme lui écorcha l'oreille. Son tout premier passeport avait été fait par Soukhoï, mais ce dernier ne connaissait pas le prénom du véritable père d'Artyom. Il n'avait même pas entendu le prénom de sa mère. Quant à Artyom, il aurait pu le connaître, mais il ne l'avait pas retenu. Aussi, Sacha l'avait-il enregistré sous son nom, et Artyom n'avait pas eu le cran de s'y opposer. C'est ainsi qu'il en avait hérité. Le nom de famille, il l'avait changé plus tard, quand Melnik lui avait fait délivrer de nouveaux papiers à la place des anciens, abîmés. J'ai une autre question. Vous vivez et travaillez à VDNKH, ce que nous apprend le tampon, alors que votre passeport a été délivré à police. Vous devez beaucoup voyager, dites-moi. Vous vous y rendez régulièrement? J'y ai vécu 1 an. J'y avais un deuxième boulot. Vous ne viviez pas à Bibliothéka Imeni Lenina, par le plus grand des hasards. Si fait. Au plus près de la ligne rouge. Au plus près de la bibliothèque elle-même. L'attention de Svinoloup était braquée sur lui, comme son sourire. Et vous vous rendez à Teatralnaya pour être au plus près du théâtre, je présume. Et pas du tout parce que les 2 stations ont des couloirs de correspondance avec la ligne rouge. Ne vous méprenez pas, je ne fais que me renseigner. C'est mon devoir. Presque. Nous avons prévu de gagner la surface à Teatralnaya. Bien entendu. Et vous comptez y faire usage de vos radios militaires. À qui comptez-vous envoyer des messages codés? Au corps de ballet? Au corps de ballet. Écoutez, le coupa Artyom. Nous n'avons aucune relation avec les rouges. Je vous l'ai dit, je suis un stalker. Et puis ça se voit, non? Sur le visage, par les cheveux. Oui, j'ai pas besoin d'allumer la nuit quand je vais aux chiottes, parce que mon jet est fluorescent. Oui, je transporte une radio. Et alors? Si je me trouve coincé là-haut, si on essaye de me bouffer, est-ce que j'aurai pas le droit d'appeler à l'aide? Vous avez qui appeler? Demanda Boris Ivanovitch. Il se pencha en avant, sortit de sa pénombre. Aussitôt, la raison pour laquelle il touchait sans cesse son visage fut évidente. Il était strié de griffures boursouflées qui suintaient un mélange de sang et de lymphe. L'une d'elles courait sur son sourcil, avant de reprendre un peu plus bas sur la pommette, comme si on avait voulu lui arracher un œil, et qu'il l'avait évité de peu. Voilà ce qui lui collait sur les doigts, le fluide qui suintait de ses griffures toutes fraîches, pas encore séchées. Quelque chose s'était passé dans le bureau du major quelques minutes avant leur arrestation. « J'ai dû me préparer à la hâte », avait-il dit. « Peut-être. Allez savoir, » répondit lentement Artyom. Devait-il lui demander « Qu'avez-vous donc à la figure, Boris Ivanovitch » Est-ce que cela lui apporterait quelque chose? Non. Rien qu'une minute de distraction. Eh bien, peut-être pourriez-vous l'appeler maintenant. Boris Ivanovitch sourit, un sourire que les griffures transformèrent en grimace. Parce que cela pourrait vous être utile présentement. Vous êtes résident d'une station. Vos documents ont été émis sur une autre. Vous vous déplacez avec des armes à feu, 6 chargeurs, avec une radio de l'armée non autorisée. Comprenez-vous où je veux en venir? Votre radio. Nous avons toutes les raisons de vous retenir, jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Devait-il se justifier? Devait-il expliquer à cet homme pourquoi lui, Artyom, avait besoin d'une radio? Il aurait pu se servir lui-même la réponse de ce Svinoloup. En 20 ans, on n'avait capté aucun signal, aucune preuve que d'autres avaient survécu. Qui entendez-vous abuser, Artyom Alexandrovitch? Le major quitta l'abri de son bureau et marcha jusqu'au milieu de la pièce pour fouler de ses bottes sales les arabesques qu'effaçaient le temps et l'obscurité. « Et vous aussi, Nikolai Ivanovitch,
On pourrait vous garder pour lui tenir compagnie. À moins que vous n'ayez quelque chose à raconter. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici, devant ce jeune homme. Après tout, nous n'avons trouvé qu'un calepin dans vos bagages. Disons que l'on pourrait interpréter vos gribouillages de différentes manières. Peut-être qu'il s'agit effectivement de chroniques des temps passés, mais cela pourrait tout aussi bien être un rapport que vous composez pour la sûreté d'État de la ligne rouge, n'est-ce pas? Omer rentra la tête dans les épaules sans rien dire, mais il ne chercha pas à renier Artyom. Svinolup resserra davantage son étau. « C'est vous qui voyez. Nous traversons des temps difficiles, vous savez. Des temps troublés. Et des temps difficiles exigent des décisions difficiles. Vous voyez où je veux en venir ?» Artyom chercha la réponse à ses pieds, sur le tapis usé. Il vit sous la table les chaussons en peluche. Ils ne semblaient pas à leur place dans ce bureau. Ils étaient bien trop petits pour Boris Ivanovitch et ses jambes épaisses. Appartenait-il à une femme? Peut-être avez-vous une bonne explication à tout cela. Mais je ne la connais pas, moi, cette explication. Mettez-vous à ma place. Je suis obligé d'imaginer mes propres explications. Et mon explication, eh bien, la voici. Il s'était préparé à la hâte sans avoir eu le temps de ranger les pantoufles. Son visage était griffé au sang. Comment était-ce possible? Se demandait Artyom, au lieu de réfléchir à une manière de se tirer d'affaire. Une femme avec ses ongles. Tout son visage. Elle avait visé l'œil. Ce n'était pas un jeu. Que lui avait-il fait? Elle dit que vous, mes bons camarades, avez cherché à gagner le territoire de la Hanse que vous haïssez tant, en contournant les points de contrôle frontaliers grâce à une tentative de corruption de fonctionnaires. Dans le but, bien entendu, de nous espionner. À moins que ce ne soit pour préparer une action terroriste. Que lui avait-il fait? La lampe éclairait la scène d'une lumière trop chiche. Et dans cette pénombre, il était impossible de voir si le tapis était maculé de taches cramoisies. La garçonnière semblait en ordre. On ne s'y était pas battu. On n'avait pas roulé par terre. On n'avait pas fait tomber les meubles. Pourtant, les chaussons. Les chaussons étaient là, jetés au hasard. Cela voulait dire qu'elle était venue, ou qu'on l'y avait emmenée. On avait claqué la porte qui s'était fermée avec un bruit métallique, et on avait tourné la clé. Exactement comme avec eux. La Hanse a son lot d'ennemis, des gens qui l'envient. Mais cette radio non homologuée et non déclarée, introduite en contrebande, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous n'êtes pas seul. Votre présence fait partie d'un plan plus vaste. Quelqu'un entend coordonner vos actions. Vous devez vous infiltrer sur le territoire de Koltsevaya, y installer des planques, sans doute trouver vos contacts qui doivent vous fournir de faux papiers, et rester dans l'ombre en attendant les ordres. Et quand l'heure sera venue, en sortir avec les autres agents dormants. De ses yeux clairs et honnêtes, Omer jetait des regards désespérés en direction d'Artyom, qui ne voulait pas lui répondre et fuyait le contact. Qui était-elle? Qu'était-elle devenue? Et votre silence signifie que vous n'avez rien à objecter à mon explication. Ce qui veut dire que j'ai deviné. Non? Le bureau ne comportait pas d'autre issue. Il n'y avait qu'une seule porte, rembourrée, qui ne laissait filtrer aucun bruit. Un bureau, une horloge, une icône, un lit dissimulé par un rideau dans un angle de la pièce, un lit couvert d'un plaid synthétique. Et si sur ce lit, le rideau était épais, impossible de voir à travers. Et derrière, sur le lit. Alors?
Artyom ouvrit la bouche, sur le point de passer aux aveux. Svinolup s'approcha à pas de loup, se tapit dans l'ombre, cessa son bourdonnement. Les aiguilles de l'horloge étirèrent le temps. Omer avala une goulée d'air et n'osa plus respirer. Plus personne ne respirait. Avec toute la force du désespoir, elle avait cherché à aveugler le major parce qu'il était en train de la tuer. Il la tenait sans doute sous lui, et l'étranglait. Ce rideau. Derrière lui, il y avait un lit fait. Et sur ce lit où il dormait, morte. Mais peut-être était-elle encore vivante. Bondir, ouvrir le rideau, crier, se lancer dans un pugilat. Personne ne respirait. Et s'il n'y avait personne? Avec qui avez-vous l'intention de communiquer? À quel propos? D'où? Le major venait de perdre patience. Artyom le regarda droit dans les yeux d'un air absent. Des eaux souterraines avaient envahi sa tête, qui ne pouvaient les contenir toutes, et menaçaient d'exploser. La douleur lui vrillait les tempes. Qui était-elle? Qui était cette femme? Que lui reprochait-on? Il devait faire quelque chose. Il ne devait pas rester là. Quant au rideau, était-ce vraiment son problème? Tu comptes vraiment m'accuser d'espionnage, Major? Pour le compte des Rouges? Lâcha Artyom en se levant de son siège. Un petit Makarov se matérialisa dans les mains de Svinolup, qu'il posa à côté de lui sur la table, avant de braquer son regard noir dans celui d'Artyom. Mais il était trop tard pour reculer. Il fallait ouvrir cette porte matelassée. Il fallait absolument sortir de cette pièce douillette. Sortir et emmener le vieillard avec lui. Tu as trouvé des durillons? Des traces laissées par la poudre? Bravo! Eh ben je vais te dire d'où ils viennent, les durillons. Tu te rappelles l'histoire avec le bunker l'an dernier? Tu dois t'en souvenir. Le général Corbout de la ligne rouge, ça te dit quelque chose? Tu dois le connaître. C'est un de tes collègues après tout. Tu te rappelles quand l'ordre a perdu la moitié de ses combattants, hein? Quand nous étions la seule ligne de défense? Parce que s'ils avaient fait main basse sur le bunker, nous vous avions demandé des renforts, à votre anse. Tu t'en souviens? Quand on pensait que tout était cuit. Mais vous, bande de petites putes, vous aviez soi-disant toutes vos troupes occupées sur un front imaginaire. Voilà d'où ils viennent, mes durillons. Du même endroit que le fauteuil roulant de Melnik. Retroussez votre manche, ordonna le major d'une voix différente. Artyom s'exécuta en grimaçant. Qui, si ce n'est nous? Le tatouage avait déjà commencé à s'effacer. Au moins voilà qui explique le passeport, dit Boris Ivanovitch en tout sautant. Vous avez encore des questions à nous poser? Vous avez tort de vous montrer aussi méfiant à mon égard. J'avais toutes les raisons de vous retenir jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Vous n'êtes peut-être pas au courant que nous sommes à 2 doigts d'instaurer l'état d'urgence. Rien que la semaine dernière, nous avons découvert et mis hors d'état de nuire 15 agents de la ligne rouge. Des espions, des agitateurs, des terroristes. L'ordre a bien sûr d'autres préoccupations. Je le comprends. Néanmoins, avec tout le respect que je lui dois, je pense que votre ordre ne s'y entend guère en contre-espionnage. Vous croyez peut-être que l'avenir de toute la planète réside entre vos seules mains. Vous avez l'impression que la paix et la stabilité de la Hanse vont de soi, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'hier encore nous avons arrêté un homme qui venait d'obtenir l'accréditation nécessaire pour accéder à nos systèmes d'assainissement des eaux. Savez-vous à quel point il est douloureux de mourir d'un empoisonnement à la mort au rat? Ou encore ce convoyeur de merde, à l'air aussi peu suspect que votre ami, qui transportait dans son tonneau une mine anti-char à destination de Belorouskaya. Placé au bon endroit, savez-vous ce que son explosion aurait pu provoquer?
Mais tout cela ne sont que des leurres. Nous arrêtons des agitateurs et des agents provocateurs par dizaines. Ils commencent par se plaindre qu'il n'y a pas de justice chez nous. Que les riches s'enrichissent en appauvrissant les pauvres. Que la Hanse étouffe la libre entreprise et que les travailleurs de tout le métro ont du mal à joindre les deux bouts parce que la Hanse leur suce le sang. Et puis arrivent ces petits tracts. Regardez, je vous en prie. Il posa devant Artyom un morceau de papier gris, où la carte du métro était symbolisée par une toile d'araignée, au centre de laquelle se vautrait un arachnide obèse. Sur son abdomen était écrit « La Hanse ». Et de l'autre côté, tournez-le. « Donne à ton camarade » ou encore « Viens à la réunion ». Voilà. Ils forment des cellules, vous saisissez ? On parle révolution sous notre nez, jour et nuit. Êtes-vous déjà allé chez eux, si je puis me permettre ? Vous comprenez ce qui nous attend tous, si jamais... Ils ne gaspilleront pas de munitions pour nous. Non. Ils nous finiront à coups de baramine. Et à ceux à qui ils rendront le bonheur, ils vont devoir se bouffer les uns les autres. Et encore avec des tickets de rationnement. Et ce sera l'avènement du pouvoir des soviets. Alors, que ferez-vous contre une insurrection populaire ? Combien d'hommes l'ordre compte-t-il encore ? 30 ? 40 ? Bien sûr, vous êtes des stepsnazes. Bien sûr, vous êtes des héros. Bien sûr. Qui, si ce n'est vous ? Mais que ferez-vous concrètement contre une foule excitée par des agitateurs ? Allez-vous tirer sur les femmes ? Sur les enfants ? Hein ? Non, mon ami. Vous êtes des experts en technique de combat rapprochée et dans la prise d'assaut de places fortes. Seulement la vie ne se résume pas à cela. À quel quotidien avez-vous l'habitude de vous frotter ? Boris Ivanovitch verrouilla ses deux mains. Cela parut lui rappeler quelque chose, et il braqua pensivement les yeux sur ses doigts épais et costauds. Puis il palpa de nouveau sa joue. « Pourquoi veux-tu rejoindre la Théâtralnaïa » demanda-t-il une nouvelle fois d'une voix calme. « Et qui est cet homme qui t'accompagne ?»« Je suis en mission pour Melnik, » répondit Artyom. « Si vous voulez en savoir plus, appelez-le. Je ne suis pas autorisé à parler. Le grand-père, c'est mon guide. Nous voulons passer par la Paveletskaya. » Omer cligna des yeux. Il venait d'entendre le nom de Melnik. Il se rappelait parfaitement où celui-ci avait envoyé Artyom. Un dérangement. Mais il ne savait pas tout, lui non plus. Le tatouage était resté, mais si quelqu'un venait apporter aux oreilles de Melnik qu'Artyom était toujours dans le service actif de l'ordre, si quelqu'un décrochait à cet instant son téléphone et demandait à être mis en relation avec lui, la moitié d'un guide, lâcha le major d'un air distrait, avant de s'esclaffer. Moitié guide et moitié grand-père. Et le broker, alors ? Le broker, il est avec nous. Il était avec vous. À compter de maintenant, il est avec nous. C'est bien lui qui a réussi à négocier votre traversée du cordon sanitaire, non ? Et ce, en contrevenant à la quarantaine phytosanitaire. Quelqu'un a bien versé un pot de vin aux fonctionnaires de l'Alliance de la ligne Koltsevaya. Qui, si ce n'est vous, serais-je tenté de dire ? Non, fit Artyom. Le broker est avec nous. Mais Svinolup ne voulait rien entendre. Il faudra donc qu'il discute avec nous. Quant à vous, je vais vous envoyer à Novoslobodskaya par le premier convoi. Cela me fera un problème en moins. Omer le fixait du coin de l'œil. Mais Artyom n'avait pas le cœur à abandonner le pénible tatoué. Pas à Boris Ivanovitch. Pas par ces temps difficiles et troublés. Tu laisses partir tout le monde. Ou alors on appelle Melnik. Svinolup tambourina sur le bureau. Fit tourner le Makarov sur lui-même, comme une toupie. Serra et desserra les poings. « Pourquoi persistes-tu à agiter Melnik comme un épouvantail ?» demanda-t-il enfin. « Lui me comprendrait parfaitement. C'est un officier comme moi. »
Si je l'appelle, on va se trouver bête. Nous avons des ennemis communs, nous devons les affronter ensemble, en rang serré. Vous à votre manière, et nous à la nôtre. Nous protégeons le métro du chaos. Nous le préservons d'un grand bain de sang. Chacun comme il sait le mieux. La chaleur dans le bureau était insupportable. L'air manquait. L'eau trouble dans la tête d'Artyom martelait contre ses oreilles. Le lit était toujours dans l'angle, masqué par le rideau. Les chaussons sous la table. Attraper ce maudit rideau et l'ouvrir. « Tu nous laisses tous partir », répéta Artyom. « Tous les trois. Jusqu'à Novosloboskaya. C'est mon secteur. Dans l'autre direction, ce n'est plus mon domaine. Et je ne veux pas expliquer à tout un chacun cette histoire avec toi, le broker et Melnik. Je suis certain que quelqu'un rapporterait l'affaire à la direction. Il me harcèlerait pour recevoir des rapports. Nous partons maintenant, insista Artyom. Et impatient avec ça. Dans un coin de la pièce, les saints statuaient sur leur sort en chuchotant. Tous deux avaient tiré l'épée. Omer voulut essuyer la sueur sur son front du dos de la main. Tâche impossible. Enfin, Boris Ivanovitch décrocha le combiné de son téléphone plat. « Agapov, reconduis le broker à la sortie. »« Bah oui, c'est tout. »« Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, Léonov ? » ?»« Hein ? Eh bien, donne-les lui. Toute peine mérite salaire. »« Oui, surtout lui. Notre divin compteur. » Celle qu'il tient le mieux, c'est celle des observateurs invisibles. On se laisserait bercer, fit-il avant d'éclater de rire. Oui. Et n'oublie pas le broker. Artyom donna un coup de coude dans l'épaule d'Omer pour lui signifier le départ. Le vieillard entreprit de se lever, mais ses mouvements étaient lents, comme s'il s'était accroché quelque part. « Rendez-nous nos affaires », fit Artyom. « À la frontière », promit Boris Ivanovitch, soudain redevenu sérieux. « Sinon vous risquez de vous sauver et de vous cacher. Après tout, nous ne savons rien de votre mission. Mais n'ayez crainte, tout vous sera rendu à la frontière. » Avant de verrouiller son bureau, le major le balaya du regard. Tout y était en ordre. Il jeta un coup d'œil dans l'angle, fit claquer ses bottes devant les seins aux épées dans les cieux, comme il l'eût fait devant un officier supérieur, et éteignit la lumière. Artyom eut un dernier regard par-dessus son épaule en direction du rideau. « Ce ne sont pas mes affaires, » pensa-t-il. Des nuages noirs s'amassent à la frontière, chantonna dans sa barbe Svinolup. Prospect Mira de la circulaire offrait un tout autre visage que sa sœur siamoise. La station radiale scrutait les ténèbres de ses yeux écarquillés. La circulaire plissait les paupières pour ne pas être éblouie. La radiale était encombrée d'étals, de comptoirs, d'empilements de bric-à-brac et d'ustensiles divers, et avait tous les atours d'un clochard endormi dans une décharge. La circulaire, elle, même soudée à sa jumelle par le couloir de correspondance, avait réussi à échapper à la contamination. Le sol, un damier noir et blanc, était récuré et poli. Les dorures au sommet des piliers étaient entretenues. Et le plafond, orné de croisillons en relief, même s'il portait des traces de suie, ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'il avait été jadis d'un blanc immaculé. De lourds lustres en bronze aux multiples ampoules étaient accrochés sous ses voûtes. Une seule d'entre elles était sous tension sur chaque luminaire, mais cela suffisait à ce que la station ne comptât aucun recoin obscur.
Une partie du quai avait été convertie en terminal de fret. À côté d'une grue courbée au-dessus d'une draisine, des manutentionnaires en bleu de travail fumaient des cigarettes de qualité, acquises à vil prix. Des caisses s'alignaient en rang discipliné. De nouvelles fournées de marchandises arrivaient du tunnel. On s'apostrophait çà et là. Le travail allait bon train, et la vie était prospère. Les logements des habitants de la station étaient installés dans les arches d'accès au quai, pour ne pas empiéter sur la salle et ne pas dégrader sa beauté. Les ouvertures avaient été murées à la brique que l'on avait dans certains cas chaulées. Des portes et des fenêtres avaient été ouvertes du côté intérieur de la station, juste en face des lustres. Aussi, à travers les rideaux, chacun pouvait imaginer le soir tomber dehors. Et si quelqu'un venait frapper à la porte, il suffisait d'écarter le rideau pour savoir qui avant d'ouvrir. Ici les gens étaient propres, et même plutôt bien habillés. Il eût été impossible de trouver dans cette foule un quidam atteint de dystrophie. Si le paradis pouvait exister sur cette terre, Prospect Mira était l'une de ses stations. Boris Ivanovitch fit ses adieux et prit congé bien avant qu'ils eussent atteint la sortie. Il s'en excusa, prétextant une visite à faire de toute urgence. Pour le remplacer, un homme moustachu, bien sous tout rapport mais parfaitement ordinaire, sortit du local de service. Derrière lui marchait le broker. Il avait la lèvre fendue, mais cela ne l'empêchait pas de sourire. « Tu vas nous accompagner à Novoslobodskaya, » lui dit Artyom, « et ensuite à Mendelivskaya. »« Je vais où vous voulez, » dit Lyoka. Le moustachu tira sur son chandail fatigué par de nombreux lavages. Pas un uniforme, un vêtement plus chaleureux brodé de flocons de neige. Et après avoir donné au broker une tape amicale sur l'épaule, il fit signe au trio de le suivre. De loin, on aurait dit 4 amis qui marchaient sur les quais. 4 amis qui fumaient et plaisantaient à un arrêt de transport en commun. Le célèbre omnibus de la Hanse entra dans la station, à l'heure. Une draisine motorisée qui crachait de la fumée, en tirant derrière elle un petit wagon de passagers. Cette voiture n'avait pas de toit. En revanche, on y avait installé des sièges douillés, récupérés dans une ancienne rame de métro. Le conducteur demanda à chacun 2 cartouches. L'homme au chandail paya le voyage pour tout leur petit groupe. Ils s'assirent les uns en face des autres, et la locomotive s'ébranla. Ils venaient d'occuper les dernières places disponibles. À leur gauche était assise une femme avec un goitre aux cheveux décolorés. À leur droite, un homme au nez proéminent et à l'air morose, qui semblait s'être habillé avec tout ce qui lui était tombé sous la main. Derrière eux, un jeune père avec son bébé endormi, et des valises sous les yeux. Un homme, à l'embonpoint parfaitement indécent, et une fille à la peau hâlée qui devait avoir 16 ans, vêtue d'une jupe qui traînait par terre pour conjurer le péché. Derrière, encore d'autres gens, et tout à l'arrière, comme à l'avant d'ailleurs, des hommes en gilet pare-balles, avec des casques en titane posés sur les genoux. Ces convoyeurs n'étaient pas là pour Artyom. Même sur le territoire de la Hanse, avec son mouvement perpétuel et son éclairage permanent, les tunnels restaient égaux à eux-mêmes. Tout pouvait y arriver. Et il avait sur lui 20 kilos de mort au rat, reprit la femme aux cheveux décolorés. Ils l'ont attrapé au dernier moment. Ils sont devenus complètement fous. De la mort au rat. Ils auraient dû lui faire bouffer tout son stock à ce salopard, s'indigna le ventripotent. Combien de temps peut-on supporter des choses pareilles? Il y en a un là qui a déserté les rouges. Machin. Il vient de Sokolniki. Il dit qu'ils en étaient rendus à bouffer leur propre enfant. C'est leur antéchrist, là, ce Moskvin.
Et maintenant voilà qu'il nous veut, nous aussi. Satan. Les enfants, lâcha le jeune père. Personne ne mangerait ses propres enfants. Encore un grand spécialiste de la vie, tiens, le tensa le ventru. Ses propres enfants? Mais personne, s'entêta l'autre. Eh bien, quand ils arriveront jusqu'ici, nous le découvrirons, fit l'homme au chandail pour entretenir la conversation. C'est de pire en pire. Et l'an dernier, avec cette histoire de bunker, l'ordre a eu toutes les peines du monde à les contenir. Qu'est-ce qu'ils ont donc? S'emporta la femme au goitre. Ils crèvent de faim. Voilà ce qu'ils ont, dit le ventru en caressant son estomac proéminent. C'est pour ça qu'ils cherchent à nous envahir. Ils veulent confisquer et partager. Que Dieu nous en préserve! Lança une voix chevrotante à l'arrière du wagon. Moi, une fois, j'ai transité par la ligne rouge. Et y a rien qui fasse peur chez eux, hein. C'est plutôt civilisé. Ils portent tous les mêmes modèles de vêtements. Mais je crois qu'on les utilise surtout pour nous faire peur. Est-ce qu'au moins t'as essayé de sortir ne serait-ce que d'un pas de la zone tampon? Moi, je l'ai fait. Ils m'ont alpagué aussitôt. C'est à peine s'ils ne m'ont pas collé contre le mur. Ah, alors pour ça, oui. Pour ce qui est de la façade, c'est sûr, c'est propre. Ils veulent pas travailler, ces feignants, intervint l'homme au grand nez. Ici, ce que nous obtenons, c'est à la sueur de notre front. Ça fait 20 ans qu'on trime comme des galériens. Alors que ces rouges, ils sont comme des sauterelles. Bien sûr qu'ils ont besoin de nouvelles stations. Ils ont tout nettoyé chez eux. Ils vont tout nous bouffer. En 2 temps 3 mouvements. Et pourquoi on devrait subir ça? En quel honneur? On commence à peine à vivre normalement. Surtout qu'il n'y a pas de guerre. Pas de guerre. Ils n'ont qu'à continuer à bouffer leurs gamins et nous laisser tranquilles. À chacun ses problèmes. Oh oui! Préserve-nous, Seigneur! Pendant ce temps, la draisine roulait à un rythme lent et régulier, en soufflant sa fumée mêlée de vapeur d'essence, à l'odeur agréable parce que liée à des souvenirs d'enfance, dans une portion de tunnel sèche, silencieuse, et illuminée tous les 100 mètres par une ampoule à basse consommation. Soudain, ils furent plongés dans les ténèbres. Les loupiottes s'éteignirent en même temps sur toute la longueur du tunnel, comme si Dieu s'était endormi. « Freine! Freine !» Les freins hurlèrent, et les passagers furent projetés les uns contre les autres. La femme au goitre sur l'homme au nez proéminent, et tous les autres indiscernables dans les ténèbres. Le nourrisson se mit à pleurer, de plus en plus fort, sans que son père sût comment le calmer. Que chacun reste à sa place. Interdiction de descendre de la draisine. Une lampe de poche cliqueta en s'allumant, puis une autre. Dans les faisceaux de lumière bondissants, on voyait l'empressement et la maladresse des combattants en kevlar à enfiler leurs casques, leur réticence à descendre sur les voies pour former un cordon autour de l'omnibus, entre les passagers et le tunnel. Quoi? Que se passe-t-il? La radio que portait l'un des gardes se mit à chuinter. Il tourna le dos au civil et murmura quelque chose en réponse. Puis il attendit des directives qui ne vinrent pas. Sans ordre clair, il ne savait pas quoi faire, et se figea, perplexe. « Que se passe-t-il » demanda Artyom. « Laisse tomber, on est bien assis, » lui répondit l'homme au chandail. « On n'est pas pressé, si ?» À vrai dire, marmonna Lyoka en suçant sa lèvre. Omer, tendu, se taisait. « Et moi, si, je suis pressé, » dit le jeune homme en se levant. « Je dois amener l'enfant à sa mère. C'est tout de même pas moi qui vais lui donner le sein. »« Les garçons, dites-nous au moins ce qu'il se passe » demanda la femme peroxydée aux hommes en armes. « Restez assise, » dit l'un des gardes avec fermeté. « Nous attendons des éclaircissements. » La minute s'étira comme une corde.
Le paquet de langes que son père inexpérimenté ne parvenait pas à calmer se mit à hurler. Depuis l'avant de la draisine, on braqua sur eux un intense faisceau lumineux d'un air rageur, à la recherche de la source des pleurs. « Éclaire ton cul !» cria le père. « Quelle bande d'incapables ! Que les rouges prennent donc toute la ligne. Peut-être qu'ils seraient capables de la faire tourner comme il faut. Il y a des coupures tous les jours. »« Qu'est-ce qu'on attend ?» lança-t-on à l'arrière du wagon. « Est-ce que tu vas loin ?» demanda l'homme au chandail d'une voix où perçait la compassion. « Par Koultouri. Encore la moitié du métro. »« Chut, 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 chut. Fais dodo. »« On pourrait y aller à pied ?»« La draisine n'est pas électrique. Démarre là. Faudrait au moins arriver jusqu'à la station. Et de là... Et si c'était une diversion ? Et nos services de sécurité ? Jamais là quand on a besoin d'eux. C'est intolérable. Mon Dieu, ne serait-ce pas le début de la guerre ? Je vous le dis, il faut y aller à pied. On progressera doucement. Et c'est pour ça qu'on paie des impôts ? Nous attendons les ordres, bafouilla un des gardes dans la radio. Mais il ne s'en échappait que du bruit blanc. C'est très certainement une diversion. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Tu veux bien éclairer un peu ? L'homme au chandail plissa les paupières et pointa son doigt dans les ténèbres. Un des hommes en kevlar braqua le faisceau de sa lampe dans la direction indiquée, pour découvrir une béance noire. Un couloir étroit s'ouvrait dans la paroi du tunnel, pour s'enfoncer dans la terre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'homme au chandail, troublé. Le garde en kevlar lui brandit sa torche au visage. « N'y allez pas, fit-il. On ne sait jamais. » L'homme au chandail ne s'en offusqua pas. Il mit sa main en visière pour se protéger de la lumière. « J'ai tout de suite pensé aux observateurs invisibles. Vous en avez entendu parler ? » « Quoi ? » « Eh bien, au sujet du métro 2, que les dirigeants, les leaders de l'autre Russie, celle qui existait avant, la grande. On dit qu'ils n'ont pas disparu, qu'ils n'ont pas fui, qu'ils ne sont pas morts, et qu'ils n'ont certainement pas rejoint une base secrète en Oural. Ah, j'ai entendu parler de l'Oural, moi. De Yamantaou. Enfin, quel que soit son nom. La ville sous la montagne. Ils y sont tous partis comme un seul homme. Et nous, on pouvait crever ici alors que tout le gratin, ils vivent là-bas. Des foutaises, tout ça. Ils ne nous ont pas laissé tomber. Ils ne nous auraient pas trahis. Nous, leur peuple. Ils sont ici. Dans des bunkers tout proches, tout autour de nous. C'est nous qui les avons trahis, qui les avons oubliés. Et ils se sont détournés de nous. Mais ils sont là, tout près, à attendre. Ils veillent sur nous malgré tout. Ils nous protègent. Parce que nous sommes comme des enfants pour eux. Ce sont peut-être leurs bunkers qui sont installés derrière les murs de nos stations, et leurs tunnels secrets derrière les parois des nôtres. Ils nous entourent et nous surveillent. Et si nous méritons le salut, ils se souviendront de nous. Ils nous sauveront. Ils sortiront du métro 2 et nous sauveront. Sur la draisine, l'agitation était retombée. On fixait l'entrée sombre du couloir en chuchotant. Et si jamais c'était vrai ? Des conneries tout ça, laissa tomber Artyom avec hargne. J'y étais dans votre métro 2. Et alors ? Et alors rien du tout. Les tunnels sont vides et il y a un paquet de sauvageons qui se nourrissent de chair humaine. Ce sont les seuls observateurs. Alors restez bien chez vous et attendez. On viendra vous sauver. Je n'en sais rien, fit l'homme au chandail avec bienveillance. Je ne fais pas un bon conteur. Tu devrais écouter le bonhomme qui m'a expliqué tout ça. C'était convaincant. Est-ce vrai que ce sont des cannibales ? Demanda le jeune père. À cet instant, la lumière revint. La radio crépita au garde le feu vert du départ. La draisine tout sauta, grinça et redémarra. Les gens recommencèrent à souffler. Même le bébé se calma.
Quand ils arrivèrent à la hauteur de l'ouverture, chacun y jeta un regard craintif. Le couloir se révéla être un abri, un cul-de-sac. Novoslobodskaya était un immense chantier. Une caravane chargée de sacs de sable, ou peut-être de ciment, stationnait sur la voie libre. On charriait des briques, mélangeait du béton, le coulait sur le sol, bouchait les fissures, pompait l'eau qui envahissait les voies. Des chauffages, sans doute récupérés à la surface, bourdonnaient en soufflant de l'air chaud sur les enduits humides. Chaque engin flanqué d'un garde personnel en tenue grise. « Ça coule », commenta l'homme en chandail. La station avait bien changé. Jadis, elle s'ornait de vitraux multicolores, et on la maintenait dans une légère pénombre pour que le tableau de verre brillât davantage. Au-dessus de ces vitraux courait un double liseré doré, qui soulignait la courbure des arches. Au sol s'étendait un damier de granit qui donnait aux voyageurs l'impression de marcher sur un échiquier précieux, offert à un tsar russe par un chat persan. Désormais, tout était recouvert de béton. « C'est fragile, ces choses-là, » dit Omer. « Quoi ?» Artyom se tourna vers lui. Le vieil homme se taisait depuis si longtemps qu'il était étonnant de l'entendre parler. Je connaissais quelqu'un. Quelqu'un qui m'avait justement dit qu'à Novoslobodskaya, les vitraux avaient explosé depuis longtemps, parce que ces choses-là sont fragiles. Mais je l'avais oublié. Et là, tout au long du trajet, je m'attendais à les voir. Pas grave, on s'en sortira, dit l'homme au chandail avec conviction. Nous sauverons la station. Nos pères y sont parvenus, et nous y arriverons nous aussi. S'il n'y a pas de guerre, nous y arriverons. Sans doute, acquiesça Omer. C'est néanmoins un sentiment étrange. Je n'ai jamais aimé ces vitraux. Et je n'ai jamais aimé cette station à cause de ces vitraux-là, que je trouvais de mauvais goût. Pourtant, alors que nous étions en route, j'avais presque hâte de les voir. Peut-être réussirons-nous à les restaurer eux aussi. J'en doute, lâcha Artyom. Et sinon, eh bien, on s'en tape, laissa tomber Lyoka avec un grand sourire. La vie continue sans eux. Où est la sortie? Ici? Nous remettrons tout d'aplomb. L'important est qu'il n'y ait pas de guerre, répéta l'homme au chandail en lui donnant une tape amicale dans le dos. Il les conduisit vers l'escalier, puis au-dessus des voies, par un couloir sous plafond, vers Mendelivskaya. Ils franchirent un poste de garde occupé par des hommes en tenue de camouflage. Puis un second. Ce ne fut qu'après qu'ils aperçurent la frontière, marquée par des étendards frappés du cercle brun de la Hanse, et par un nid de mitrailleuses. Lyoka gigotait, et ne cessait de se retourner sans raison apparente. Sa bonne humeur n'était qu'un masque. Artyom le savait. Omer avait de nouveau les lèvres scellées, et le regard tourné vers l'intérieur, vers son écran invisible. L'homme au chandail parlait sans discontinuer de tout et de rien. Au dernier point de contrôle, hormis les gardes-frontières vêtus de gris, il y avait 2 hommes en tenue de travail maculée, des lunettes de soudeur sur le front. À leurs pieds étaient posées les affaires d'Artyom, le sac de voyage et le sac à dos. Ils les saluèrent, ouvrirent la fermeture éclair, l'invitèrent à vérifier que la Kalachnikov et les munitions étaient toujours à leur place. Ils lui proposèrent même de compter les cartouches. Artyom s'en abstint. Tout ce qu'il voulait, c'était quitter cet endroit, et le quitter vivant. Rien d'autre. Il était impossible d'affronter seul leur service de sûreté, seul contre la Hanse tout entière. Alors que là-bas, dans la chambre, derrière le rideau, il n'y avait rien derrière le rideau. C'est de la paranoïa.
Eh bien, le salua l'homme au chandail en serrant énergiquement la main sale de Lyoka, puis en l'attendant à Artyom. Que Dieu vous garde. Vu de loin, on eût dit 4 vieux amis qui se disaient au revoir, sans savoir s'ils se reverraient un jour. Ce ne fut qu'en arrivant sur le territoire de Mendelivskaya, quand il fut certain que les hommes en gris ne l'entendraient pas, qu'Omer saisit Artyom par la manche. « Vous avez su exactement comment lui parler à ce major, » chuchota-t-il. « Nous aurions pu y rester. » Artyom haussa les épaules. « Je n'arrive pas à me chasser une idée de la tête, » ajouta Omer. « Quand nous sommes entrés dans son bureau, il rangeait des pantoufles, vous vous souvenez? Et alors? Ça n'était pas les siennes. Y avez-vous prêté attention? Elles étaient féminines. Ces pantoufles appartenaient à une femme. Et les griffures, rien du tout. Le coupa Artyom brusquement. Des broutilles. Je boufferai bien quelque chose, fit Lyoka. Parce que c'est pas de sitôt qu'on va rentrer chez nous.